Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine Écono-Facile. Pour ce numéro de votre magazine, nous recevons pour vous un homme que vous connaissez en la personne de M. Simon Bosso, qui est un consultant international et puis économiste. M. Simon, bonjour. Bonjour Madame Sandra. Merci de nous avoir accueillis chez vous. C'est mon plaisir. Avec lui, nous allons nous appesantir sur la question de l'évaluation dans le secteur économique depuis 1960 à nos jours. Donc, nous allons parler des bilans économiques de la République démocratique du Congo. Monsieur Simon, vous êtes professeur, vous êtes consultant international et puis économiste. Qu'est-ce que les communs des mortels peuvent retenir de vous? Bon, je ne suis pas professeur. Hein. Je donne des enseignements comme expert, vous savez, dans les grandes universités du monde. Là où moi j'ai fait mes spécialisations aux États-Unis, parce que parfois la moitié des enseignants viennent du secteur privé, ce sont des consultants, des banquiers, ce qui permet de relier l'université. Je suis président du conseil d'administration de l'université Congo, qui est une université en croissance, qui est l'université la plus importante dans l'espace Congo. Donc nous allons parler de l'évolution économique de notre pays après 60 ans. Le président de la République, dans son discours du 30 juin, a parlé brièvement de la situation économique de notre pays, fait des comparaisons de quelques indicateurs entre 1960 et 2020, notamment un indicateur sur le pouvoir d'achat, le revenu par habitant en termes constants, qui était l'équivalent de 1000 $ américains par habitant en 1960, aujourd'hui équivalent de 400 $ américains en 2020, soit, curieusement, parallélisme des chiffres, en 60 ans, le Congolais a perdu 60% de son pouvoir d'achat. Donc c'est le bilan que vous faites par rapport à l'évolution. C'est un premier indicateur. Hein. Nous voyons que les Congolais est devenu 60% plus pauvres ou 60% moins riches qu'ils ne l'étaient. Voilà. Madame, tu n'étais pas encore là, tu n'étais pas née. Nous qui étions des petits-enfants à l'époque, nous pouvions voir comment, avec des parents qui étaient des paysans ou des travailleurs manuels, nous avions un standing de vie relativement convenable. On pouvait étudier, aller à l'école sans difficulté, avoir des soins de santé quand on était malade, les transports urbains, les transports inter-région, inter-province étaient assurés. Et je vais prendre ce deuxième indicateur. Le président a parlé des routes. Les routes qui existaient en 1960, il n'y en a plus que 10% aujourd'hui. Les chemins de fer qui existaient en 1960, il n'y en a plus que 20% aujourd'hui. Les niveaux de croissance économique, les niveaux de diversification de l'économie, bien que l'économie a toujours été extravertie, conçue d'abord pour les besoins de la colonie, c'était l'exploitation des matières premières, mais il y avait et les matières premières minérales et les matières premières agricoles, et surtout il y avait une production vivrière assez importante, ce qui fait que le Congo n'importait pas vraiment beaucoup de produits vivriers. On importait des articles manufacturés, hein, des produits industriels, parce que nous avions une industrie qui était quand même parmi les plus puissantes d'Afrique noire. Hein, nous avions ici des chenilles métal, la construction navale, la fabrication de quelques objets métalliques, les machettes, les houes. Nous avions Bata, qui fabriquait des chaussures. Nous avions Cyclore, qui fabriquait des bicyclettes. Nous avions des cimenteries déjà, la cimenterie de Lukala,
produisait du ciment, nous avions même une usine de carreaux. Enfin, il y avait une industrie et nous étions le premier exportateur mondial d'huile de palme. Nous étions exportateurs des bananes, des cafés, des cacao, des lévéas. Donc il y avait un certain équilibre. Si les produits miniers représentaient à peu près 50% de notre économie, il y avait quand même l'agriculture qui représentait à peu près 40%. Et l'industrie, je crois peut-être les mines 40%, l'agriculture 30%, à peu près l'industrie manufacturière 20% et les services. Vous savez que la démographie jouait un rôle très important dans l'économie du pays, mais vous savez, en 60, la démographie était moins qu'aujourd'hui. Quelles sont les conséquences que vous voyez par rapport aux années passées et actuellement? C'est vrai. C'est vrai, nous étions 13 millions d'habitants, 13 à 14 millions maximum d'habitants en 1960. Donc, la population par kilomètre carré était très très faible. Aujourd'hui, nous sommes plus de 90 millions d'habitants. Comme on n'a plus fait de recensement, ce sont des estimations, mais on est à peu près autour de ça, autour de 80 millions d'habitants. Avec et c'est normal, la croissance de la richesse n'a pas suivi. C'est très important ce que vous avez soulevé. L'élément démographique, c'est le premier élément qu'on prend en compte pour planifier le développement d'un pays. À combien serons-nous? Déjà, nous avons prévu dans les plans du régime passé d'être un pays émergent en 2035, un pays développé en 2050. À combien nous serons? En 2035, il est prévu que nous soyons 150 millions d'habitants. Et 150 millions d'habitants, nous serons avec le Nigeria les deux pays, parmi les pays les plus peuplés au monde. Nous serons les deux pays les plus peuplés d'Afrique et peut-être parmi les 10 pays les plus peuplés au monde, mais avec une richesse qui ne va pas augmenter de beaucoup. Aujourd'hui, nous avons un PIB, une production intérieure ou une richesse nationale autour de 50 milliards de dollars. Pour 80 millions d'habitants. À l'époque, quand on voit, nous étions 13 millions, et chaque Congolais peut avoir 1000 dollars, donc nous avions peut-être 13 milliards de dollars de richesse, mais qui permettait à chaque Congolais d'avoir un revenu moyen de 1000 dollars. Aujourd'hui, avec 50 milliards et 80 millions d'habitants, nous avons autour de 400 à 500 dollars par personne. Donc, nous avons perdu presque de la moitié de notre revenu. Donc, si nous continuons à ce taux de croissance démographique d'un peu plus supérieur à 3%, autour de 3%, 3,2% par an, et que l'économie aujourd'hui, nous sommes entrés en récession. Déjà, notre situation n'était pas tellement favorable avant le Covid-19. Exactement. Mais depuis le mois de mars, la situation s'est aggravée. Le taux de croissance qui était prévu de 4%, 4,4%, va tomber autour de moins 2%. Donc, nous descendons en dessous de zéro. Donc, les niveaux de richesse va diminuer. Et quand la population augmente vite, tel que nous sommes là, ça demande des infrastructures sociales beaucoup plus importantes. On a vu que ce qui a permis l'essor du Congo belge à l'époque, en dehors des aspects de gouvernance, nous allons peut-être en parler parce qu'il y avait un État fort, un État efficace, il y avait des bonnes infrastructures, des bonnes routes, les chemins de fer, Kinshasa-Matadi, Ilebo, Lubumbashi, Sakanya, qui allait jusqu'à Lobito, qui aussi nous reliait jusqu'à en Afrique du Sud, au port de Durban, et à Mombasa, en Ouganda, et à Dar es Salaam, en Tanzanie. Donc, il y avait la connectivité. C'est une force dans une économie, la connectivité du territoire. Et c'est ce qui favorisait...
n'existe plus. Vous savez qu'en 60, nous avions des bus électriques dans ce pays. Exactement. Ce que nous trouvons à Bruxelles, en Belgique, qu'on appelle les tramways, je crois. À Pont-Cabu, là, ce qu'on appelle aujourd'hui les ponts Kasavubu. Je salue son mémoire et félicite même le président Félix Tshisekedi de l'avoir élevé au rang de héros national, puisqu'il a joué un rôle si prépondérant dans l'indépendance de ces pays et comme modèle de bonne gouvernance. Les ponts Kasavubu, il y avait un point d'approvisionnement en électricité. Aujourd'hui, nous n'avions pas Inga, rien qu'avec les barrages de Zongo, ici, de Sanga, on avait des bus électriques. Et nous avions les bus scolaires, là, et quand vous montez dans les bus, je me rappelle une phrase que je n'ai jamais oubliée. À chaque fois qu'il y avait un nouveau bus, c'était écrit dedans, encore un Cityliner pour le Congo. Il y avait la société TSL, transport commun de Léopoldville. Voilà, M. Simon, vous avez relevé quelque chose que vous avez dit à l'époque, on était les premiers importateurs de l'huile de palme. Les premiers exportateurs mondial de l'huile de palme. Parlant de l'agriculture, M. Simon, la RDC jadis, il était le principal secteur, l'agriculture était le principal secteur de l'économie représentant 57,9% du produit international brut. Et en 1997, pensez-vous que si aujourd'hui on boostait ces secteurs, on pourra remonter l'économie congolaise? Mais tous les gouvernements de ce pays, en tout cas depuis que moi je suis adulte, ont toujours proclamé l'agriculture comme priorité des priorités. Aujourd'hui, nous suivons le ministre actuel de l'Agriculture qui a parlé d'un programme de 46 millions de dollars. Mais effectivement, ce pays qui a les potentiels agricoles les plus importants d'Afrique, j'ai suivi dernièrement le représentant du PAM ici, qui a dit nous avons 16 millions de malnutris dans ce pays. Donc, presque 25% de notre population qui est malnutrie, c'est-à-dire qui est... Donc la plus grande maladie qui tue dans ce pays, ce n'est ni le corona, ni la malaria, ni le sida, c'est la malnutrition, ou la faim dans un terme simple. Exactement. Et j'étais un soir, quand mon papa était encore vivant, et salue sa mémoire, nous sommes allés à l'hôpital général Mamayemo, parce qu'il avait fait une crise, et j'ai trouvé là-bas un ami médecin qui était de garde. En parlant avec lui, il m'a dit, vous savez, tu sais Simon, les 3 quarts des malades que nous amènent ici en urgence, quand nous demandons à la famille de leur acheter un bol de lait et un morceau de pain, ils sont guéris. Parce qu'en réalité, nous tous, nous sommes dans un pays endémique, nous sommes tous sous malaria. Exactement. Même quand on ne le sent pas. Mais quand la crise de malaria éclate, si on te donne la cure de quinine sans avoir mangé, ça va précipiter ta mort. Parce qu'un ventre creux avec de la quinine, donc généralement, les gens qui font des crises là, parce que souvent les gens, enfin, ils n'ont rien à manger, personne ne les assiste, mais quand la maladie devient très grave, même quand ils meurent, on voit les gens venir cotiser, à ce moment-là, on lui achète à manger. Donc là, nous avons 80 millions d'hectares, dont nous n'utilisons qu'à peu près 10%. Et nous sommes capables, en produisant de manière efficace, dans le domaine agricole, nous sommes capables non seulement de nous nourrir nous-mêmes, nourrir toute notre population, sans rien importer. Aujourd'hui, nous importons pour 1,5 milliard de dollars par an. C'est scandaleux. Si cet argent, même la moitié, pouvait être consacré à la production vivrière, la première sécurité dans un pays, c'est la sécurité alimentaire. Il faut un esprit sain dans un corps sain. Vous avez terminé il n'y a pas longtemps vos études. Oui. Vous pouvez vous-même vous imaginer quand il faut aller bouquiner, comme je disais là, sur la colonne inspirée, avec un ventre creux, ce n'est pas évident. Voilà, donc cet argent-là que nous consacrons à importer des croupions de dinde, nous, au mangeons, on va nous rétorquer, mais bon, vous savez, participer à la gestion de ce pays, pourquoi vous n'avez pas fait ça?
nous allons voir quels sont les gaps qui font que le pays n'a pas pu relever les défis auxquels il est confronté. Aujourd'hui, les défis, là, nous avons connu dès l'aube de l'indépendance beaucoup de problèmes, des rébellions, des guerres civiles, des conflits armés, des perturbations, des crises multiformes. Et quand on a pu quelque peu stabiliser le pays sur le plan sécuritaire, avec l'avènement du président Mobutu, il va commettre la plus grande gaffe historique qu'on a pu commettre en termes de gouvernance dans ce pays, c'est la zaïanisation. Il a nationalisé les fermes agricoles, les exploitations agricoles, les plantations, les industries, les magasins appartenant aux étrangers, et ça nous a précipités dans les gouffres. Et M. Simon, à part les secteurs agricoles, quels sont les secteurs que les autorités doivent booster afin de relancer l'économie du pays? Écoutez, moi personnellement, quand j'étais au ministère de l'Industrie, j'avais identifié 4 secteurs prioritaires, puisque pour devenir un pays émergent, il faut être un pays industrialisé. Exactement. Il faut monter dans la chaîne des valeurs. Vous produisez, l'agriculture a 2 fonctions, assurer l'alimentation de la population, mais aussi approvisionner l'industrie en matières premières. Donc il faut passer de l'agriculture à l'agro-industrie. Ça, c'est un secteur prioritaire, la transformation des produits agricoles. Parce que les produits tels que nous les produisons là, au niveau de la cueillette, quand nous ne savons pas les conserver, parce que si nous ne les transformons pas, ils pourrissent. Beaucoup de nos produits agricoles pourrissent à l'arrière-pays, faute de voies d'évacuation. Les routes étant mauvaises, surtout les routes des desserts agricoles qui sont totalement à l'abandon. Chez moi, dans mon secteur d'origine, Fidi-Malili, la région d'Ngidinga, qui produit beaucoup. Mais la route nationale numéro 16 est toujours impraticable. Chaque fois on vient, on commence, on met une première pierre. Même l'ancien président, nous sommes allés avec lui en 2007, il a posé la première pierre. Jusqu'au moment où il a quitté le pouvoir, on n'avait même pas fait 1 mètre d'asphaltage. Même pas de réhabilitation, j'allais dire. Donc, il y a les secteurs, après l'agriculture, dans les secteurs productifs. Après l'agriculture, il y a l'agro-industrie. Puis il y a la valorisation minière. Nous avons beaucoup de minéraux que nous continuons à exporter comme produits bruts. Produits bruts, des cueillettes, les cuivres, les zinc, les cobaltes, les coltans, tels que Dieu les a créés. Dieu nous a donné l'ordre de poursuivre la création en transformant. Avec les cuivres, on fait des câbles électriques qu'on nous vend ici 10 fois plus cher que le prix du cuivre. Avec les zinc, on fait la tuyauterie pour amener de l'eau que nous importons, qui nous coûte plus cher. Avec les cobaltes, aujourd'hui, on fabrique les appareils, les téléphones dont nous raffolons tous, les voitures électriques, les batteries électriques, les voitures électriques. Donc, les autres qui achètent ces produits-là, en les transformant, ils nous vendent beaucoup plus cher. Le bois que nous exportons en grumes, mais les autres les transforment en meubles, les transforment en différentes formes de charpentes, des différents matériaux qui nous reviennent ici beaucoup plus cher. Donc nous devons aller dans la chaîne de transformation de ce que nous avons, dans l'agriculture, dans les mines. Et puis, 3e secteur important pour moi sont les matériaux de construction. Heureusement, là, nous avons pu participer à ce travail de booster l'industrie de la cimenterie. Il faut maintenant booster l'industrie de la transformation du bois. Il faut les problèmes. Nous exportons beaucoup de grumes qui ne valent pas autant qu'exporter des bois sciés ou des bois transformés, mais ça demande un raffinement. Il faut avoir des travailleurs qualifiés qui respectent les normes européennes. Aujourd'hui, la discrimination ne se fait plus au niveau des droits des douanes. Ça se fait au niveau de ce qu'on appelle les règles d'origine. Il faut respecter un niveau, par exemple, de séchage du bois, un niveau de coupage pour qu'on les accepte. Donc nous devons aller dans la transformation de nos matériaux
Nous avons là les ciments, le bois, les argiles, le carrelage, la chaux, tous ces matériaux-là. Au lieu d'aller payer à des personnes dont vous avez vu passer dans les procès, 60 millions de dollars pour construire des maisons pour nos militaires, nous avons tous les matériaux ici et nous avons la main-d'œuvre avec un taux de chômage très élevé, peut-être de plus de 60%. Nous avons tous les ingénieurs, un bâtiment qui termine à l'EBTP, des jeunes qui sont formés à l'INPP, ceux qui sont formés à mon université d'origine, qui est Slovanium, Kinshasa, en faculté polytechnique, qui peuvent encadrer les travailleurs, former des bons maçons, des bons menuisiers. Et ils allaient construire ces maisons avec des matériaux locaux et laisser l'argent dans les pays. Ce que vous devez savoir, ma fille, que toute importation, l'importation signifie une chose, c'est financer le travail des autres. Hein? Parce que les produits que vous achetez, c'est fabriqué dans les industries là-bas, ça paye les travailleurs de là-bas, Européens, Américains, Chinois, autres Asiatiques, tandis que vos propres meurent de faim. Enfants sont en train de chômer. Est-ce que c'est normal que vous, dans votre maison, vous êtes mère, vos enfants n'ont pas encore mangé, vous allez chercher les enfants du voisin pour leur donner la nourriture? Pas du tout. Voilà, M. Simon, à l'époque du Premier ministre Matata Ponyo, le ministre honoraire, il y a eu plusieurs réformes économiques. Que pensez-vous de ces réformes? Ils ont eu à redresser l'économie ou à stabiliser l'économie? Bon, écoutez, je n'aime pas beaucoup les jugements branchés sur des personnes. Moi-même, je suis un ancien ministre. J'étais dans le gouvernement qui a précédé. C'est celui des Matata. Il faut regarder certainement ces gouvernements-là. Si vous voyez les indicateurs sur lesquels son action a porté, c'est beaucoup plus au niveau d'une relative stabilité du cadre macroéconomique, mais encore que la monnaie a commencé à se déprécier. À cette époque-là, les taux d'inflation ont commencé à remonter. Où il y a eu des projets, notamment dans le secteur agricole, comme Bukangalonzo, qui n'est plus vivable d'air, comme Ansele, qui pose problème. Exactement. Qui sont aujourd'hui fortement stigmatisés. Ce sont même des projets qui sont arrêtés, qui sont devenus pratiquement des éléphants blancs. Donc je ne pense pas qu'il soit intéressant de faire un jugement sur un gouvernement spécifique. Mais quand nous prenons les choses dans la tendance, nous devons plutôt voir les choses. Comment nous, les Congolais, après le départ de Belges, comment nous-mêmes, nous avons été incapables de faire de notre pays qui était dans une tendance, jusque dans la fin des années 50, un peu avant l'indépendance, un des pays qui avait une croissance et un niveau de développement supérieur à l'Afrique du Sud, au Mexique, au Brésil, à la Chine, qui était presque au même niveau que la Corée du Sud et le Canada, soit aujourd'hui à la traîne. Et il y a plusieurs gaps. Il y a le gap de leadership et de gouvernance. Pour moi, c'est le gap le plus important. Le poisson pourri par la tête. Moi-même, je donne beaucoup de formations dans les domaines de leadership et de management, parce que le leader, c'est celui qui fixe le cap, qui montre la destination, comme Moïse dans la Bible. Vous voyez la terre promise. Et les managers l'aident à tracer le chemin pour arriver à la destination. Et quand tous les grands pays qui sont sortis, qui sont devenus émergents aujourd'hui, tous ces pays que j'ai cités sont devenus des pays émergents, c'est d'abord par la qualité de leur leadership. Donc nous avons eu un gap, un déficit en termes de leadership. Nous n'avons pas été capables d'avoir un leadership transformationnel et pro-développement qui pouvait booster, conduire, et un leadership orienté vers l'intérêt général. Nous avons passé plus de temps à nous occuper les uns les autres de leurs intérêts personnels.
Il y a les gaps des infrastructures. Ça, le président actuel en a parlé, c'est ce que les Belges nous ont laissé. Bien qu'ils ont fait beaucoup d'infrastructures orientées vers l'exportation pour permettre d'évacuer les matières premières vers la Belgique, vers l'Europe, vers les États-Unis et acheter des équipements qui devaient venir ici. Ce gap-là, nous, au lieu d'améliorer ce qu'ils nous ont laissé, nous avons même détruit. Aujourd'hui, le chemin de fer Kinshasa-Matadi ne fonctionne plus. Le chemin de fer, il est beau. Avant, nous avions même ce que nous appelons la voie nationale, qui partait de Sakanya en passant par Kolwezi, Lubumbashi, Lebo, puis on entrait dans le fleuve, on rejoignait Kikwit et on arrivait par Kinshasa, le chemin de fer, on continuait avec les produits jusqu'à Matadi. Aujourd'hui, nous passons par Pointe-Noire, parce que Pointe-Noire est un port à eau profonde, en attendant que nous puissions avoir notre port à eau profonde à Banana. Oui. 75% du trafic de Pointe-Noire est destiné à la RDC. C'est eux qui bénéficient des bateaux accostés là-bas, et nos produits traînent là-bas, et avec des problèmes que nous avons au niveau du bief maritime, avec la compagnie des voies maritimes, qui n'est pas outillée avec des dragues, ils doivent louer des dragues qui coûtent cher, il y a des grèves là-bas, parfois la circulation est paralysée pendant 2 semaines. Nous risquons d'avoir ces jours-ci des pénuries de marchandises à Kinshasa. Donc, j'ai parlé des 4 secteurs, l'agriculture qui doit aller, l'agro-industrie, la valorisation minière, les matériaux de construction, et il y a un 4e secteur que j'avais ajouté, le secteur d'appui, ce sont les emballages. Parce que vous voyez des pays comme l'Afrique du Sud, qui sont des pays désertiques, comme la Côte d'Ivoire, maintenant bien le Rwanda, ils fabriquent des jus, des pays qui sont presque désertiques, comme l'Afrique du Sud, Kalahari, le gros du pays, Côte d'Ivoire, une partie du pays est désertique. Nous avons 80 000 hectares, nous avons des fruits à toute saison. Mais nous ne pouvons pas les transformer de manière efficace, et nous n'avons pas une industrie de l'emballage. Il faut bien les présenter, pour non seulement les présenter sur le marché local et les vendre à l'exportation. Et les secteurs d'appui, ce sont les infrastructures, la route et le chemin de fer. La route du Congo central, qui est une route internationale, est abîmée par le fait qu'elle transporte une charge qui est supérieure à ses capacités. Cette route n'a pas été conçue pour transporter des conteneurs de 60 tonnes. C'était pour les chemins de fer. Mais comme les chemins de fer ne fonctionnent pas bien, tout passe par la route. Et ça se dégrade. Voilà quelles sont les stratégies que le gouvernement doit mettre en place pour stabiliser l'économie du pays. Bien, il y a quelqu'un qui a dit « Faites-moi de la bonne politique, je vous ferai une bonne économie ». Le gouvernement doit commencer par avoir une bonne politique. La première exigence que nous avons, c'est un préalable, c'est de restaurer la paix et la sécurité des biens des personnes. Nous sommes dans un pays où nous avons un budget qui ne dépasse jamais 5 milliards. On a voté un budget de 11 milliards, c'était un rêve. On n'a même pas pu, déjà dès les tout premiers mois, on était tout le temps en déficit. On a, au bout de 3 mois, 4 mois, on a fait plusieurs déficits de près de 360 millions de dollars. Donc, on se rend compte que nous avons ces problèmes-là avec il faut restaurer un État efficace, avec des institutions fortes. Pas des hommes forts, mais des institutions fortes. L'État colonial était un État fort, avec une armée, la force publique, qui a gagné des batailles dans les pays africains, qui a battu des troupes allemandes et italiennes, Gambela, Éthiopie, tu vois, il y a des avenues qui portent des noms ici, Zanzibar, parce que ce sont les troupes qui étaient bien encadrées. Nous avons des hommes forts. S'ils sont bien encadrés, motivés, ils vont pouvoir éliminer tous ces foyers de tensions, de conflits, de guerres civiles. Nous perdons beaucoup de ressources mais dès qu'il y aura la paix, il faut vraiment, l'État, c'est une administration efficace, il faut une justice. Je salue notre justice qui commence à reprendre, j'espère qu'elle va continuer. Maintenant, on entend un peu de confusion au niveau de la Cour constitutionnelle, mais il faut vraiment que l'élan, parce que c'est un État efficace, avec une administration qui est performante, une justice qui est juste,
ça garantit, ça rassure les investisseurs. L'investisseur, comme il disait mon ancien patron, Léon Kengodo Wadondo, qui a été honoré dans l'ordre des héros nationaux en publiant, il a publié son livre de mémoire, La passion de l'État. Et l'État, il a aujourd'hui un État efficace. Il a toujours dit que l'investisseur est un gibier peureux. Quand il entend crépiter les balles, il s'enfuit. Donc, et deuxième priorité importante, il faut créer un climat des affaires attractif. Il faut restaurer l'attractivité du territoire. Il faut que les pays puissent être pro-entreprise. Ce sont les entreprises qui créent les richesses et les emplois. Ce n'est pas l'État. L'État entrepreneur n'a jamais réussi nulle part au monde. Voilà, nous tendons vers la fin de notre émission. Monsieur Simon, nous avons connu plusieurs régimes d'échange dans notre pays. Parlons de la monnaie nationale. Il y avait régime d'échange fixe, régime d'échange contrôlé, et puis actuellement nous avons régime d'échange flottant. Quel est le meilleur des régimes que la RDC doit utiliser pour sa monnaie? Bon, vous savez, le régime actuel dans lequel nous nous trouvons, c'est un régime de vérité des prix. Les taux d'échange, c'est un prix. Et ce prix-là exprime la force de l'économie. Le problème n'est pas le régime d'échange, mais c'est la force de l'économie. Nous devons reconstruire une économie forte, diversifiée. Nous avons parlé des différents secteurs vers lesquels il faut aller. Il y a les nouvelles technologies aussi de l'information. Donc, quand vous avez une économie, une monnaie est soutenue par une économie forte. Une économie forte permet d'avoir des richesses. Une économie forte, avec un État efficace, permet à l'État de pouvoir recouvrer les taxes, les impôts, pas de coulage aujourd'hui. Nous avons bien parlé de 16 milliards qui disparaissent dans la nature. Si l'État redevient efficace, avec une économie forte, un système de transport, des infrastructures, d'électricité, pour industrialiser, il faut de l'électricité. Pour développer l'agriculture, il faut des routes, des voies d'évacuation. Et si l'économie redevient forte, avec des taux de croissance élevés, les richesses vont rentrer, on va avoir une monnaie forte. Le régime d'échange en lui-même n'est qu'un miroir. Et partout au monde, on est aujourd'hui dans le régime flexible qui reflète la valeur du monnaie dans les marchés. Si vous fixez les taux, vous serez obligé de subventionner. Parce que vous voyez, chaque fois, mais là, on fixe les prix dans les bus de l'État. Quand vous faites payer des tickets à 500 francs, tandis que le coût réel est de 1000 francs, il y a quelqu'un qui doit payer. Exactement. Et voilà, pour finir, M. Simon, si on mettait de côté la monnaie étrangère et si on promettait notre monnaie nationale, quelles seront les répercussions, les conséquences sur l'économie du pays? Écoutez, aujourd'hui nous sommes dans la dollarisation. La dollarisation, le dollar est venu prendre la place de la monnaie nationale. Pourquoi? Il y a une loi en économie, la loi de Gresham, qui dit la mauvaise monnaie chasse la bonne. Ok? Donc, quand vous avez... cette monnaie est bonne plus que la nôtre alors? Ah oui, parce qu'aujourd'hui, pourquoi quand quelqu'un, on le paye de son argent en francs congolais, il se précipite d'aller acheter des dollars? Parce que quand notre monnaie, puisqu'elle n'est pas soutenue par une économie forte aujourd'hui, nous avons des réserves d'échange pour importer pendant 3 semaines, seulement 960 millions de dollars, 3 semaines d'importation. Ce qui fait qu'ici aujourd'hui, il y a des manques, des pénuries, on doit importer de grandes quantités. On a dû, vous avez vu ce qui s'est passé dans les procès Jamal, on est allé prélever sur les réserves d'échange pour payer quelqu'un. Je ne vais pas utiliser un mot très dur, mais pour montrer que là, quand vous voyez des gens se promener avec des milliers de dollars, alors que la législation ne les permet pas dans les mains, tout simplement parce qu'ils n'ont pas confiance à leur monnaie nationale. Quand la confiance, on sait qu'aujourd'hui, quand tu as des francs congolais, les dollars qui étaient à 1500 francs, il y a 6 mois, et arrive à 2000 francs aujourd'hui, tu te précipites à aller acheter les dollars. La dollarisation, c'est un comportement économique, l'homo economicus,
cherche toujours son intérêt. Même toi, tel que là, mademoiselle, si on te donne aujourd'hui des francs congolais, si c'est beaucoup d'argent, tu ne vas pas les garder en francs congolais parce que tu sais que demain, ça ne va plus valoir ce que ça vaut aujourd'hui. Mais les jours où tout le monde se rassure, parce que les francs congolais, quand il était sorti, un franc congolais valait 2 dollars. Moi, j'ai commencé ma carrière dans une banque, ça valait 2 dollars. Et personne ne cherchait à avoir des dollars sur lui. Au contraire, chacun cherchait à avoir ses francs sur lui. Voilà, M. Simon, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission. Votre mot de la fin? Bon, mon mot, c'est de dire que nous devons... J'ai lisé hier, il y a quelqu'un, c'est un arabe, qui disait que les autres, là, les Européens, les Américains, les Asiatiques, ils ne sont pas plus intelligents que nous. Mais ils ont... Quelle est la qualité qu'ils ont? Quand ils voient leur frère, leur compatriote qui est en train d'échouer, ils les soutiennent pour qu'ils puissent remonter. Chez nous, quand on voit un compatriote en train de monter, on se ligue pour le faire descendre, pour le faire échouer. Et c'est ça ce que moi j'appelle une forme de sorcellerie. Et c'est ce qui, on a amené cette pratique jusqu'au niveau de l'État, au niveau de la haute administration, au niveau du management des institutions. Et nous devons combattre cet esprit de sorcellerie pour que nous puissions travailler à la réussite collective, pour que nous puissions tous avoir une prospérité partagée dans ce pays qui en a les moyens, les ressources naturelles, matérielles et humaines qu'il faut seulement conjuguer autour d'un leadership visionnaire et transformationnel. Merci beaucoup, M. Simon. Je vous rappelle qu'il est consultant international et puis économiste. Puis je suis ministre et député honoraire. Hein. Voilà, il est aussi ministre et député honoraire. Merci de nous avoir accueillis chez vous. Mais c'est vraiment qui vous remercie de m'avoir invité. Exactement, je crois que c'est la première, ça ne sera pas la dernière. Ben, si Dieu nous fait grâce. Ainsi s'achève ce numéro de votre magazine, fidèles téléspectateurs. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur votre chaîne. Je vous retrouve très prochainement au prochain numéro. Au revoir.